minutes plus 5 minutes. Je vous signalerai en levant la main 30 secondes avant la fin du temps qui vous est imparti et à la fin du temps imparti. Pas grand chose, vous avez une feuille à 4 maximum perso, c'est parfait, vous pouvez commencer. Bonsoir à tous. Tiens, je vois qu'il y a des grandes personnes parmi nous ce soir. Bienvenue à ce cours du soir. Je suis Monsieur Lucien, professeur du droit de la vie, mais je dispose aussi de celui de la mort. Les élèves ont apparemment répondu la rumeur selon laquelle je suis un professeur sévère, baliverme de tout cela. Comme mes collègues, mon seul souci, c'est la réussite de mes élèves et surtout leur bien-être et leur développement. Ma supposée méchanceté m'a d'ailleurs valu le surnom peu élogieux de Lucifer. Venant de certains élèves, vraiment je ne comprends pas cet acharnement. Enfin bon, commençons par le commencement, procédons à l'appel. Comme d'habitude, je fais des plus anciens aux plus récents. Tout d'abord, Monsieur Quint, vous êtes présent, bien sûr, celui qui a tué son frère. Monsieur Jules, le Romain, qui a été tué par son fils. Décidément, les histoires de famille, hein. Monsieur Attila, vous êtes là, bien sûr, celui qu'on surnommait rien de moins que le fléau de Dieu, Napoléon, bien évidemment. Celui qui, par ambition, a failli couler la France, et suivi des inséparables, la Trinité maudite, c'est comme ça que je les appelle, le petit moustachu, Adolphe, qui défend les Ariens, mais qui n'a rien de rien. Grand et moustachu, Monsieur Joseph, qui a bien compris l'intérêt des voyages en camping en groupe. Lui est un peu différent, mais tout aussi effrayant, Monsieur Benito. Enfin, on a le petit dernier qui est arrivé il y a 2 ans, Muammar. Il a mal fini aussi celui-là, et apparemment on aurait dû avoir un petit nouveau, mais son nom a été rayé au dernier moment, j'ai l'impression. Il s'appelle Nelson. Donc, à part Nelson, tout le monde est là. Peuple de Démosthène, vous l'aurez compris, Nelson n'a rien à faire aux côtés de ces criminels. Je vous ai énuméré là le meilleur du pire de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, mon contradicteur pourra objecter que tout le monde n'est pas là. Mais il m'aurait fallu un temps considérable pour tous les énumérer, et il faut bien avouer que certains choix auraient été plus discutables que d'autres. Lorsque, le 5 décembre dernier, Nelson quitte sa nation arc-en-ciel pour devenir monarque en cieux, il laisse le monde orphelin, orphelin de l'un des plus grands réconciliateurs que la terre ait porté. Et pourtant, plus que jamais, aujourd'hui, le monde a besoin d'un réconciliateur. Dans une société où les écarts, les inégalités ne cessent de croître, dans une société où le climat politique nauséabond n'est en réalité que l'image d'une difficulté croissante du vivre ensemble, quel est le lien qui nous unit encore? Quel idéal commun nous pousse encore à agir? Dans un monde qui se globalise, la différence entre les civilisations, ou ce qu'on appelle plus communément le choc des civilisations, ne s'est jamais fait autant ressentir. À l'heure où l'ombre des partis extrémistes plane dangereusement au-dessus de nos institutions, le monde n'a jamais eu autant besoin d'un réconciliateur. Et pourtant, à part Nelson, tout le monde est là. Car oui, peuple de Démosthène, membre du jury, si l'on doit retenir une chose de la vie de Nelson Mandela, c'est qu'il a été avant tout un formidable réconciliateur. Vous n'êtes pas sans savoir que Nelson Mandela a été l'une des figures de proue de la lutte contre l'apartheid. Ce système, qui est une tâche indélébile comme tant d'autres de notre histoire, il a d'abord œuvré pour que tous les Sud-Africains, qu'ils soient noirs ou blancs, puissent vivre sur un même pied d'égalité. Cela lui a valu une peine de détention à vie. Mais après 27 ans, passé dans une cellule, dans la prison de Robben Island, sollicité par les Afrikaners, qui eux-mêmes étaient sous la pression internationale, il accepte sa libération contre une entrée dans une phase démocratique. Lorsqu'enfin il accède à la présidence de la République sud-africaine, il hérite d'un État divisé entre noirs et blancs, morcelé par l'histoire, divisé par les hommes.
mais faisant fi des humiliations passées que le peuple noir a subies et dont lui-même il a été une victime, conscient que la pérennité du pays passe par la réconciliation nationale, il ne cède, il décide de pardonner. Car oui, mesdames et messieurs, son rêve était une nation, une seule nation, une nation arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, le monde a besoin d'un homme comme celui-là. Car oui, mesdames et messieurs, à part Nelson, tout le monde est là. Rolihlahla Mandela, plus connu par ses pairs sous le nom de Madiba Mandela, est dénommé Nelson Mandela afin de lui faire bénéficier d'un pseudonyme anglophone au sens du droit civil et est connu pour ses bienfaits au sein de l'Afrique du Sud. Quel beau tableau! Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est exactement ce qu'il se passe actuellement, mais soyons objectifs. Yes, we African. Pourtant, Rolihlahla n'est plus là. Qui sait ce qu'il fait là où il est? Peut-être que Madi balade, peut-être qu'il mendie là-bas. Cependant, nous avons été floués. Cher peuple de Démosthène, l'histoire nous a bernés. Je vais vous le démontrer. Nelson est là, lorsque, comme tout le monde, nous ne sommes pas là. Tout le monde est Nelson, à part Mandela. Comme je l'ai expliqué précédemment, Nelson n'était pas le véritable prénom de Mandela, car il n'avait pas été décrit comme tel auprès de l'officier d'état civil lors de sa naissance, mais comme Rolihlahla. Il faut donc dissocier Nelson de Mandela. Mais qui est Nelson? Je vous avouerai, à titre préliminaire, que parler de Nelson, ce n'est pas vraiment mon fort. Mais il eût fallu que je le fasse. J'ai donc passé ma soirée à lire et relire des ouvrages horoscopiques afin de déterminer quelle était la véritable signification du prénom Nelson, ainsi que la personnalité de ceux qui le portent. Ainsi, j'ai pu trouver que Nelson ne prend généralement pas la voie traditionnelle, qu'il est original, voire marginal, qu'il semble éteint, qu'il semble insensible, en se retranchant derrière son ironie. Vous l'aurez compris, nous parlons là de Nelson, le personnage emblématique de la série télévisée des Simpsons, connu pour son bref mais significatif « Ha ha ». Amical et ouvert, passionné de foot et de tennis, il est également facile et sans complications. Nous parlons là de Nelson Montfort, c'est une évidence, vous l'aurez tous compris. Quelques instants plus tard, Nelson peut être grave, raisonneur, beaucoup plus réfléchi et sérieux qu'auparavant. Il s'agit là de Nelson Rockefeller, célèbre politicien américain, vice-président des États-Unis. J'ai également trouvé lors de mes recherches que le prénom Nelson vient d'un autre prénom qui est Neil, qui signifie en gaélique champion ou héros. J'ai alors déduit que Nelson Piquet, champion de Formule 1, portait très bien son prénom. Tous ces exemples avaient pour but de démontrer que Nelson pouvait représenter bien des personnes. Cependant, il ne peut pas représenter Mandela, car cette personne n'est pas née sous cette identité. Nelson serait donc une personne fictive, représentant plusieurs personnalités. Bref, Nelson est une personne morale. On peut reconnaître à Mandela bien des qualités précitées. Cependant, il n'est pas un vrai Nelson. Peut-on alors demander à Nelson d'être le témoin de la présence de tout le monde? Car c'est là aussi notre sujet. À part Nelson, tout le monde est-il là? Nelson le glas de Mandela. Depuis qu'il n'est plus là, Madiba de l'aile. Mais où est Nelson? Comme je vous l'ai dit, Nelson est là, il est partout, mais il est seul. Et pour preuve,
Citons Mandela lui-même. Je ne suis pas libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Si je suis ce raisonnement, ceci veut dire que opprimés et oppresseurs ne sont pas humains. S'ils ne sont pas humains, ils sont tout autre chose. Quoi? Que sais-je? Ils peuvent être un animal, un végétal, un bien meuble, un bien incorporel, nous pouvons tout imaginer. Cependant, si l'on prend la définition du corps nu, un être humain serait tout individu, homme ou femme, appartenant au genre humain, en opposition au règne animal, végétal ou minéral. Il s'agit donc de dire que si les opprimés ainsi que les oppresseurs ne sont pas humains, ils ne sont personne. Par un raisonnement a fortiori, ne peut-on pas dire que dans toute société, il n'existe que des opprimés et des oppresseurs? Nos sociétés modernes ne sont-elles pas basées sur une construction selon laquelle nous sommes opprimés par le pouvoir oppresseur de nos dirigeants, frivoles et verticalement concentrés? Donc, dans la société, nous sommes toujours l'opprimé de quelqu'un d'autre. On peut prendre plusieurs exemples à l'appui. Le premier, le plus démonstratif de ce que j'expose, ce sont les professeurs tyranniques de notre université, qui sont nécessairement les oppresseurs de nous, pauvres étudiants opprimés. L'imperturbable scolarité n'est-elle pas non plus l'oppresseur des étudiants? Pôle emploi n'opprime-t-il pas les étudiants, encore une fois? Les exécrables maîtres de stage n'ont-ils pas pris pour habitude d'opprimer les étudiants? Enfin, le jury de Démosthène, aussi grandiose soit-il, n'est-il pas là pour opprimer le pauvre étudiant que je suis? Toute cette démonstration a pour but de montrer que tout le monde est opprimé ou oppresseur, et que par conséquent, tout le monde a perdu son humanité. Nous ne sommes pas humains. Ce qui signifie qu'ici, dans cette salle, il n'y a personne. Ni vous, ni moi. À plus large échelle, il s'agirait de dire que le monde dans lequel nous vivons serait un monde de fantaisie, d'illusion, où l'humanité a disparu. Nelson vit donc seul dans ce monde, et nous vivons dans un monde parallèle, une quatrième dimension de l'inhumanité. Il me faut alors répondre à la question qu'il m'a été donné de traiter, à savoir, à part Nelson, tout le monde est là. La réponse est donc nécessairement non. Car à part Nelson, personne n'est véritablement là. La question aurait dû être posée autrement. À savoir, y a-t-il un TED dans la salle? Non? Personne? Car, apartheid, tout le monde est là. Je voudrais reprendre mon propos, tout d'abord en m'excusant. Parce que, contrairement à mon contradicteur, je ne vais pas aller dans les calembours, dans les blagues, ce que Hugo appelait la fiente de l'esprit. Au chapitre 15, verset 13, l'évangile de Jean, par le biais de Jésus-Christ, dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » À l'instar des grands résistants de l'histoire, et par cela je parle de tous ceux qui ont eu à lutter contre un oppresseur quel qu'il soit, Nelson Mandela fait partie de ces hommes qui ont accepté de renier leur individualité pour épouser la cause de la majorité. Il a accepté de sacrifier 27 années de sa vie pour conserver l'espoir de tout un peuple. Car si le peuple avait foi en lui, lui avait foi en l'humanité. Il disait à ses amis détenus « Nos geôliers, ces gens sont les plus racistes qu'ils soient.
Si je leur apprends à me traiter avec dignité, alors je pourrai apprendre au monde à faire la même chose. Qui, aujourd'hui, accepterait de sacrifier sa vie pour conserver l'espoir d'avoir un jour un monde meilleur? Nous avons déjà du mal à regarder la misère de ce monde, alors consacrer une partie de notre vie, je n'ose imaginer. Pour illustrer mon propos, le 11 novembre dernier, après les typhons qui se sont abattus sur les Philippines, un sondage a été fait sur le site du journal Le Figaro. La question était: êtes-vous prêt à donner pour aider les victimes du typhon aux Philippines? Et la réponse fut négative, à près de 60%. Au moins c'est honnête, me direz-vous. Mais je me souviens de cette phrase de Martin Luther King qui disait: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'apologie de Nelson Mandela, de dire qu'il était un homme parfait, un saint. Il ne s'agit pas non plus de dire que le monde dans lequel nous vivons est totalement désastreux. Nelson n'a pas toujours été l'homme que nous connaissons. Au début de sa lutte, il ne reconnaissait que les Africains, refusant de travailler avec les Blancs et de considérer les Indiens. Il a été un leader extrémiste dans sa jeunesse, intrépide, impulsif, loin d'être un apôtre de la non-violence. Il a dirigé la branche armée du Congrès national africain, allant jusqu'à être considéré comme un terroriste. Et surtout, il était empreint d'un défaut commun à tous les hommes, la vanité. Il a délaissé sa famille au profit de la politique. C'est d'ailleurs, dit-on, au crépuscule de sa vie, l'un de ses plus grands regrets. Mais la prison l'a changé. C'est dans cette traversée du désert, dans cette minuscule cellule de la prison de Robben Island, que Nelson prend la mesure de lui-même. La prison va le discipliner, va le métamorphoser au point de devenir l'homme qui a marqué l'histoire de son pays, qui a marqué l'histoire de son continent, qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et Nelson Mandela est un exemple, un espoir pour nous tous, surtout pour nous, jeunesse, promesse de l'aube, que l'homme est capable du meilleur. C'est l'espoir que, qui que nous soyons, quel que soit notre parcours, notre pédigré, chacun est capable de s'élever pour réconcilier ce monde blessé. C'est enfin l'espoir que chacun de nous porte une lumière et qu'à tout moment, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres qui nous enserrent, nous pouvons faire briller cette lumière. Je conclurai mon propos en vous citant le poème préféré de Nelson Mandela, vous le connaissez tous, Invictus, écrit par l'écrivain William Ernest Henley. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Alors oui, à part Nelson, tout le monde est là. Tout le monde est là. Nelson n'est plus, il s'en est allé. Mais son sourire et son exemple nous rappellent l'esprit de Madiba, qui lui demeure et sera toujours là. Nous l'avons vu, l'homme est capable du meilleur. Alors si tout le monde est là, qu'attendons-nous? Merci. Bien, ma première question s'adresse à M. Engel. Est-ce que la notion de pardon existe en droit? Alors, c'est une très belle question, je dois dire. Et je pense pouvoir répondre oui. Alors, je vais parler surtout du droit pénal, car il s'agit de ma spécialité. Mais le pardon vient à être de plus en plus reconnu en droit, notamment par la notion de repentir qui se développe par rapport à nos homologues italiens. Et aujourd'hui, on essaye de prendre en compte le pardon pour faire bénéficier d'une exemption de peine ou bien d'une réduction de peine. C'est très académique ce que je réponds, mais je vous vois que c'est tout ce que ça m'inspire. Oui, mais le pardon de la victime n'éteint pas quand même l'action publique. Tout à fait. Oui, oui il est vrai.
Et la victime n'a pas le rôle principal dans le procès pénal. Donc, voilà. Et ma seconde question, toujours sur la notion de pardon, c'est donc pour M. Henri Amassi, plus large, est-ce qu'il faut toujours pardonner à ceux qui nous ont offensés? Monsieur Norbert Rouland, je vous répondrai oui, par conviction d'abord, mais aussi parce que sans pardon, le monde n'irait pas bien loin. Parce que sans pardon, on garde la rancœur, on se rappelle et on essaye de se venger, même inconsciemment. C'est pour cela que je pense que le pardon est nécessaire, quel qu'il soit, et quelles que soient les offenses que nous avons reçues. Est-ce qu'il faut vraiment pardonner à Hitler, à Staline? Monsieur, c'est une question un peu étrange que vous me posez là, puisque ces hommes ont disparu. Pardonner, oui, en quelque sorte, puisque ces hommes étaient, pardonnez-moi le terme, fous. Ils ne comprenaient pas leur acte, et même s'ils la comprenaient, ils étaient aveugles de leur colère. Donc, quelque part, ils étaient dans leur monde. Et si nous avons réussi, si le monde libre a réussi à les vaincre aujourd'hui, c'est que quelque part, il faut les pardonner de ce qu'ils ont fait. Monsieur André Amassi, j'ai trouvé que dans votre propos, il y avait de la morale. Oui. Et je me suis rappelé d'une petite histoire à propos de morale, disant que finalement la morale était comme une femme de petite vertu qu'il suffisait de se doyer pour prendre les positions que vous vouliez. Pensez-vous que la morale puisse faire l'objet d'une partie de Jean Moral? C'est difficile de répondre à cette question parce que, personnellement, de mon point de vue, je ne vois pas ce que la morale viendrait faire dans une partie de jambes en l'air. Quoique, l'on pourrait dire qu'une partie de jambes en l'air sans sentiment, c'est quelque chose d'assez navrant. Je suis peut-être un romantique, me direz-vous, mais je suis persuadé que sans les sentiments, c'est-à-dire sans la morale quelque part, une partie de jambes en l'air ne vaut rien. Monsieur Engel, Pour vous, sentiment et morale vont ensemble. Le sentiment justifie la morale quelque part, puisque sans sentiment, il n'y a rien, et donc pas de morale non plus. je vais poursuivre sur la même lignée, parce que vous répondez partiellement à la question que je vous pose, mais je vais vous poser pratiquement la même question, M. Engel. Si la morale, finalement, était inflexible, ou si la morale pouvait prendre la position que l'on voulait, à condition d'y mettre le prix, pourrait-on faire fricota avec n'importe qui? Si ce n'est qu'une question de moyens, la réponse devrait être oui. Maintenant, je vous avouerai que votre question me taraude un peu, car à la suite de cette question, je me sens un petit peu comme un étudiant opprimé devant son oppresseur. Et que de ce Sans droit de plissage, hein. Et que de ce fait, nous perdons tous deux notre humanité. Et sans humanité, je perds ma capacité à parler. Donc je ne pourrais donc pas répondre à votre question. Faut-il donc comprendre de votre propos que l'humanité tient au fait de ne pas opprimer l'autre? C'est ça? Tout à fait. Ceci voudrait dire que le fait de se mettre dans une position d'oppresseur supprime ses propres libertés individuelles, et que de ce fait, sans liberté, il n'est plus humain. Pour l'opprimer, ce sont justement la privation de ses libertés qui font qu'il n'est plus humain. Tout simplement. Donc vous déniez toute humanité à un oppresseur quel qu'il soit? Oui. Oui, je suis assez extrémiste. Vous avez voulu conclure vos propos en faisant un jeu de mots
avec Ted et l'apartheid. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'apartheid sera une valeur reconnue grâce à l'action de Mandela? Je pense que l'on identifiera toujours Mandela à l'apartheid. Il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Sud, et notamment à cette période assez sombre. Donc je pense qu'il y a un lien à faire entre les deux. Maintenant, l'aura de Mandela a peut-être pris un peu trop d'importance sur d'autres facteurs et sur d'autres personnalités. Et je ne pense pas que ce soit le lien exclusif qu'il faille faire entre l'apartheid et Mandela. Je pense donc que, bien sûr, on ne peut pas oublier tout ce qu'a fait Mandela pour l'apartheid, mais il aurait fallu creuser un peu plus la question pour moi, pour vous répondre à cette question plus précisément. Mais je ne pense pas qu'il soit la seule figure emblématique de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. J'aurais encore une question qui s'adresse en fait à l'un ou à l'autre, enfin à vous deux. Dans le monde actuel, bien actuel, quel est le tyran ou le dirigeant politique qui vous paraît le plus tyrannique à l'heure actuelle? Voyez-vous, monsieur, c'est assez subjectif comme question. Parce que du point de vue par exemple, si je prends un exemple tout simple, du point de vue de ceux qui sont en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, pardon, excusez-moi, au Moyen-Orient, les tyrans sont les Américains. Et du point de vue des Américains, les tyrans sont sur cette partie du globe. Donc c'est extrêmement subjectif comme question. Qui est le tyran de qui? On ne sait pas ce que font les uns avec les autres, ce que font les dirigeants les uns avec les autres, ce qu'ils font à leur peuple. Personnellement, je dirais que c'est une réponse difficile à dire parce que ça dépend du point de vue. Je rejoindrai mon contradicteur sur le caractère subjectif de la question. Je vais néanmoins essayer de prendre position pour répondre à votre question. Je considérerais que la pire des tyrannies serait peut-être celle qui s'ignore, celle qui est hypocrite, et je citerai peut-être celle qui existe en Chine, qui n'est pas reconnue comme telle, mais que nous, avec l'œil occidental, nous voyons comme une tyrannie. Et je pense que c'est ce genre de tyrannie ou dictature qui sont les pires, car elles permettent de laisser les dictateurs ou autres tyrans de développer une tyrannie sans que l'on ne leur dise rien. Voilà. Et quand même, excusez-moi de continuer sur ma lancée, vous préféreriez qu'on vous dise vous allez terminer le reste de votre vie à Pyongyang, à Washington ou à Pékin? Personnellement, au vu de mon parcours, au vu de ce que j'ai vécu, je préférais vivre ici. Après, vous parlez par exemple d'un Chinois, si vous lui posez la même question, je dirais qu'il répondrait son pays. Parce que malgré toutes les difficultés que l'on éprouve, on est toujours mieux chez soi. Personnellement, je viens de Madagascar, j'ai quitté mon pays, mais j'y reviendrai volontiers. Donc on est toujours mieux chez soi. Je ne pense pas d'avoir autant d'expérience que monsieur dans la vie à l'étranger. Cependant, pour répondre à votre question, je répondrai peut-être Washington. Je ne fais pas du tout partie de ces personnes qui ont un rêve américain. Et je vous avouerai que des trois villes, c'est celle qui m'inspire le plus de confiance et peut-être d'évolution. Sur la question, je vous assure que personnellement, je n'aurais jamais terminé ma vie, ni même passé 6 mois à Pyongyang. Moi, je suis surpris de votre réponse, du début de votre réponse. Parce que vous avez commencé votre réponse en disant finalement que tout était une question de point de vue. Vous avez un point de vue qui est très pointilliste.
Mais si c'était le cas, au nom de quoi mettrait-on certaines valeurs au-dessus d'autres? Vous avez fait l'éloge de Mandela, tous les deux, et après tout, je pourrais vous dire, tout ça est une question de point de vue. En quoi ce point de vue-là serait-il préférable à un autre et serait-il opposable à un autre? Objectivement, ce point de vue est préférable à un autre, puisque, objectivement, je parle, parce que c'est la majorité qui prédomine aujourd'hui. Oula! J'ai dit objectivement, c'est une idée. C'est une question de nombre. Non. Donc on a raison, on aurait raison Il faut en fonction du nombre. Excusez-moi, il faut vraiment arrêter les questions. Ah pardon.